CQ, l'épisode technique. Je suis accompagné de Stéphane. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc, je suis Stéphane Gravert, je suis le VP infrastructure de NorthSec. Puis ça fait depuis le début de NorthSec et même un peu avant ça que je roule toute l'infrastructure qu'on utilise pour rouler cet événement. Oui, tout à fait. Fait que là, on va aborder, parce qu'on a déjà dans plusieurs autres épisodes abordé l'événement lui-même. Là, on va aborder ce qui a fait naître essentiellement le NorthSec, c'est-à-dire les CTF. Qu'est-ce qui a amené à tout ça, puis un peu toute l'historique qui est associée à ça. Et donc, on aller plus loin, mais je vais te laisser commencer avec ce bout-là, l'histoire, puis après ça, on continuera sur le reste. Oui, donc c'est mon implication, puis l'application de pas mal du monde dans notre équipe d'infrastructure de NorthSec a commencé en fait avant NorthSec. L'équipe infrastructure, on est là depuis tellement longtemps qu'on était aussi l'équipe infrastructure du Hackers à Sherbrooke en 2010-2011. On a qui était juste à l'université de Sherbrooke avec très peu de participants. Je pense qu'on avait moins de 50 personnes à ce moment-là. On avait l'infrastructure avec juste du matériel donné essentiellement qu'on trouvait par-ci par-là, puis on roulait l'événement ces 2 années-là avec ça. 2012, il y a pas eu d'événement. 2013, c'était la première année de NorthSec à Montréal à l'ETS. Et encore pour nous, sur les premières années, on était encore pas mal sur ce qu'on arrive à trouver par-ci par-là d'équipements. On a beaucoup d'équipements qui nous étaient donnés gratuitement, que ce soit par des universités, par des entreprises et autres. Et on essayait de rouler ce qu'on pouvait au niveau infrastructure. Mais on a beaucoup évolué surtout sur les 10 dernières années. On est passé essentiellement de matériel donné avec essayer de faire le maximum qu'on pouvait avec en espérant qu'il n'y ait rien qui casse pendant l'événement jusqu'à ce qu'on a maintenant. On est sur une infrastructure professionnelle dans un data center avec nos propres contrats de transit Internet. On a nos propres adresses IP. On a une infrastructure vraiment professionnelle et puis de qualité de production pour qu'on puisse chaque année rouler NorthSec sans avoir de problèmes, sans vraiment avoir trop de surprises. Ouais, ben c'est ça, c'est tout le démarrage. Puis d'ailleurs, je me rappelle les premières années, je pense que le premier ou le deuxième ACOS, j'étais présent. Ça, pas très bon comme participant, mais quand même, j'avais fait mon effort du moment dans ces années-là, et ça remonte tellement loin. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Je trouve ça très intéressant parce que vous avez passé d'un concept dont vous avez bénéficié de ce que vous a donné à aller plus loin maintenant, quelque chose de peu plus dédié. Ça, c'est un volet, puis ça, c'est plus le CTF, ça. Là, ce que tu me parlais aussi en pre-show, c'était plus un volet aussi sur site, parce que ça aussi, ça représente un défi particulier que l'infrastructure que vous avez, elle est quand même singulière et particulièrement, en tout cas pour ce que j'ai vécu, robuste, mais elle présente des défis aussi très intéressants. Ouais, exact. Donc, l'infrastructure sur site, c'est un autre volet qu'on gère. Mon équipe, évidemment, on roule l'infrastructure à l'année de NorthSec. Donc, ça roule aussi nos sites web, toute l'infrastructure de CTF pour notre staff, pour qu'ils préparent les challenges, qu'ils testent tous leurs trucs avant le CTF. Mais après, dès qu'on arrive sur site, on commence à littéralement faire le filage de tout l'endroit. Donc, quand on était encore à Sherbrooke, de mémoire, on était juste sur un réseau filaire, donc on avait tiré plein de fils vers des tables. Ça allait encore parce qu'il n'y avait pas trop de tables. Quand on a commencé les premières années de NorthSec à Montréal, on était encore principalement sur du filaire où on avait de l'ANETS qui est venu nous aider pas mal pour installer ça sur place, mais ça faisait quand même énormément de fils à tirer à travers une assez grande salle. Et on a gentiment passé sur une infrastructure d'abord hybride. On avait Wi-Fi et filaire, ce qui était un peu spécial, surtout au niveau identification. Pour ceux qui se rappellent être venus à ces années-là, généralement, le premier challenge du CTF, c'était réussir à se connecter au réseau parce on utilisait du 802.1x avec des certificats entreprises et autres qu'il fallait mettre en place pour pouvoir se connecter soit sur le Wi-Fi, soit sur le réseau filaire. Ensuite, on a gentiment évolué à ce qu'on a maintenant depuis, je pense, 4 ou 5 ans. On fait plus de filaire du tout pour les équipes. On est complètement Wi-Fi. Mais on est Wi-Fi avec une densité qui est très inhabituelle pour ce genre d'endroit-là. J'essaie de me rappeler combien est-ce que j'ai de points d'accès dans mon sous-sol en ce moment. Je pense que j'en ai probablement une cinquantaine qu'on installe dans les salles. Je sais qu'on a essentiellement un Wi-Fi par 3 ou 4 équipes maximum. Parce qu'on veut
c'est contrairement à une autre cité normale de conférence où la majorité du monde, ils vont checker Twitter puis 3 sites web sur leur cell puis that's it. Dans le cas de NorthSec, on a littéralement des challenges qui nécessitent chaque participant de télécharger des fichiers entre 2 et 5 gigs ou des trucs vraiment très lourds. Donc, on veut que ça marche bien, mais ça fait aussi qu'on a dû devenir assez bon à comment gérer ça dans un environnement tel que le marché Bon Secours. On roule depuis un petit moment maintenant. Pour plein de raisons différentes. Là, le fait qu'on est dans un endroit très touristique de Montréal avec énormément de réseaux Wi-Fi existants. On est au bord de l'eau avec une vue assez dégagée, donc les radars, c'est un problème. Donc, on a quand même pas mal de soucis pour trouver la meilleure balance qu'on peut faire pour fournir un réseau rapide à tous les participants sans rentrer dans tous les problèmes habituels. Donc, on se retrouve essentiellement avec comme l'année passée où c'est la première fois où on avait le CTF dans 2 salles sur 2 étages. On avait ces 2 salles-là qui avaient beaucoup plus de Wi-Fi que ce qu'on fait pour le reste du building où c'était la conférence. Donc, la conférence, on y va un peu plus light avec des unités qui peuvent avoir des centaines de personnes dessus en même temps sans trop de soucis. Et pour le CTF, on utilise essentiellement les mêmes unités, mais on les roule avec un signal beaucoup, beaucoup plus faible. On roule avec des tailles de canaux beaucoup plus petites pour avoir jusqu'à 15 ou 20 canaux différents dans la même salle et qui essayent de prendre juste les équipes qui sont directement en face et puis mettre des réglages assez agressifs pour que dès que quelqu'un commence à bouger dans la salle, que ça les force à bouger sur les points d'accès suivants pour garder un bon signal. Alors, en général, pour nous, pour les participants, on avait mis une limite à 100 mégabits symétrique. Donc, on a fait des tests pour s'assurer qu'essentiellement pendant toute la fin de semaine, si quelqu'un se mettait à télécharger, ils avaient leurs 100 MB sans problème. Et évidemment, l'autre partie, c'est le reste de l'infrastructure. Une fois qu'on arrive sur le point d'accès Wi-Fi, il faut arriver sur le réseau filaire. Puis là, dans le cas du marché Bon Secours spécifiquement, ce qu'on a fait il y a 4 ou 5 ans maintenant, c'est qu'on a fait nous-mêmes le filage du building. Donc, on a tiré 2 fibres single mode par salle. Donc, on a essentiellement 20 gigabits de capacité par salle qui arrivent toutes dans un endroit central. On a ensuite une switch core, je pense que c'est une 32 ports 10 gigs, un truc comme ça, qui fait qu'on a nos 20 gigs par salle, puis ensuite, on a des stacks de switch PO redondantes dans chacune des salles pour les points d'accès. Fait que même si on perd une des fibres, personne ne va le voir parce qu'on perd la moitié de la bande passante, mais on n'est jamais aux 10 gigabits de toute façon. Et puis, si on perd une des switches, on perd la moitié des points d'accès, mais ça fait qu'on perd un côté de la salle. Le point d'accès qui est directement en face, lui, continue de fonctionner. Donc, on a juste à augmenter un peu le signal, puis on peut prendre sans problème le reste de la salle. Et c'est quelque chose qui arrive. On disait avant que maintenant, on est sur de l'équipement pas mal plus professionnel. C'était pas encore le cas pour les switches en 2023. On était encore sur des équipements donnés, je sais plus si c'était de chez Bell ou chez Desjardins, mais c'était des switches Cisco PoE quand même assez standard. Et sur juste la fin de semaine NorthSec, on en a eu 3 qui sont mortes. Donc, c'était pas des problèmes de power supply ou d'autres morceaux qu'on pouvait remplacer, c'était la carte mère de la switch qui tombait morte. C'est juste que c'était des très vieilles switches, end of life, plus de support, plus rien dessus. En fait, heureusement, chacune des salles, on avait des stacks de 2 ou 3 de ces switches-là, donc on a juste pu bouger entre les ports, et puis ça n'a pas vraiment eu d'impact. Mais ça fait que l'année passée, on a remplacé tout ça par de l'équipement neuf. C'est tout à fait exceptionnel, toutes ces affaires-là, puis justement, tout ce que vous mettez en place. Moi, ce qui m'intrigue dans ce volet-là, comment vous gérez justement le Wi-Fi, parce que c'est pas simple. J'imagine que vous avez des équipements professionnels, donc vous avez des marques reconnues, j'imagine, dans vos choses. Et comment vous gérez tout ça, puis comment vous surveillez ça en continu? Oui, donc le Wi-Fi, au début de NorthSec, on était sur Aruba parce qu'on avait quelqu'un dans le staff qui travaillait pour HP Aruba, donc ça nous permettait d'avoir quand même accès à des points d'accès pour pas bien cher et avoir des contrôleurs matériels redondants et autres pour ça. Mais maintenant, ça fait plusieurs années qu'on est passé sur Ubiquiti, Unify pour tout le Wi-Fi. Fait qu'on on utilise le contrôleur Unify central qui nous permet de voir chacune des salles, avoir toutes les statistiques qu'on veut. Puis on charge même les plans de salle détaillés avec les épaisseurs de murs, avec tous ces trucs là-dedans, pour qu'on puisse faire une simulation du signal dans chacune des salles. Et puis ensuite, pendant l'événement même, on regarde pas tant que ça le truc de Unify directement, mais notre plateforme de monitoring principale, qui est Grafana,
On a une intégration pour récupérer les données de Unify dans le serveur Prometheus qu'on utilise pour toutes nos métriques. Donc, notre dashboard principal qui nous montre vraiment tout ce qui se passe, autant bien la charge sur nos serveurs que l'état de tous les challenges de CTF, que tout ça nous montre aussi le compte total des clients sur le Wi-Fi, la bande passante qu'on a à ce niveau-là, et puis le nombre de clients par point d'accès. Ce qu'on regarde le plus parce qu'on veut éviter que typiquement que les 2 points d'accès à l'entrée d'une salle prennent tous les clients quand ils rentrent. Il faut que le monde se fasse pousser vers le reste des points d'accès dans la salle. Et quand on voit que c'est pas le cas, ça veut dire qu'il faut qu'on aille modifier un petit peu les réglages sur les radios pour diminuer, soit diminuer la puissance d'émission sur ces points d'accès-là pour que les autres soient plus attrayants, ou changer le signal, le ratio signal-bruit sur ces points d'accès pour qu'ils soient plus agressifs et qu'ils déconnectent les clients beaucoup plus rapidement. Très intéressant. Puis là, justement, tu as couvert un peu la surveillance générale parce que ce qui suit à ça, déjà, la mise en place du Wi-Fi est un défi particulier, mais l'ensemble de l'infrastructure, tu mentionnais justement qu'il y avait des switches qui se sont brisés l'an dernier. Mm-hmm. Ben, ça doit exiger une surveillance d'égale qualité, justement, pour être capable de repérer rapidement et d'intervenir rapidement dans ces circonstances-là. Ouais, exact. Fait que, pour ça, on a tout dans Grafana maintenant. Fait qu'on a aussi les stats, justement, de bande passante et autres sur chacune des switches, et puis sur chacun de nos fibres vers la switch principale. Fait que dès qu'il y a quelque chose qui tombe, que ce soit une des fibres qui se fait déconnecter ou un autre problème sur une des switches, on le voit tout de suite. Ça, effectivement, on a eu le problème là avec les Cisco l'année passée. Maintenant, on était sur des MikroTik cette année. On n'a pas eu de bris, fait qu'on n'a pas pu vraiment tester pour voir à quel point est-ce que le monitoring marche bien. Ça a juste fonctionné correctement. Mais oui, effectivement, ça nous permet de garder un bon œil là-dessus. Je pense que le seul problème qu'on a eu au niveau réseau vraiment cette année, c'était un peu des problèmes de communication avec notre équipe AV dans certaines des salles lors de l'ouverture de la conférence, où on s'est retrouvé avec de l'équipement audio-vidéo qui faisait le streaming vers YouTube par le Wi-Fi plutôt que par le réseau filaire. Ce qui a déclenché quelques alertes de notre monitoring parce qu'ils étaient sur des réseaux qui étaient vraiment pas supposés uploader à ce genre de vitesse-là. Même si YouTube, c'est pas énormément de trafic en pratique qui était poussé, c'est juste que effectivement, on veut pas vraiment que le monde s'amuse à live streamer à travers le bâtiment normalement. Donc, on a dû détecter ça et aller les faire bouger sur le réseau filaire pour éviter les problèmes. Très intéressant. Puis là, l'autre aspect, parce que vous fournissez aussi le Wi-Fi pour le grand public, pour les participants autres que CTF. Comment tout ça est surveillé? Comment on s'assure justement qu'il n'y ait pas des folies? Parce que dans un événement comme le Nordic ou tout événement de sécurité, tu as toujours des gens qui testent la sécurité de ces systèmes-là, bien en dehors de ce qu'on devrait faire dans tous les cas, mais quand même ne sont pas capables de résister à la tentation. Donc, comment vous vivez cet élément-là très particulier de devoir gérer tous ces gens-là un peu trop curieux? On n'a pas eu tant de problèmes que ça récemment. Normalement, la façon dont on gère, c'est qu'on les trouve et on les met dehors. Mais parce que c'est pas toléré. Là, c'est l'attaque contre l'infrastructure n'est pas tolérée durant NorthSec du tout. Donc, c'est clair que ça, c'est quelque chose que typiquement le Unify détecte assez bien. Il détecte très bien si quelqu'un démarre un point d'accès avec le même SSID que nous. On le voit tout de suite. Puis ça nous dit, on a tellement de Wi-Fi partout dans le bâtiment qu'on peut très facilement trianguler exactement où quelqu'un est, parce ça va nous rapporter que dans telle salle, on a trouvé un point d'accès rogue, et que sur les 20 points d'accès dans cette salle-là, le pourcentage de signal est de temps vers chacun. Donc, on peut très facilement voir dans quel coin de la salle est-ce qu'il est d'après le signal qu'on a détecté. Ce qui fait que typiquement, c'est déjà arrivé dans le CTF, on peut littéralement, je pense à 1 ou 2 équipes près, on arrive à trouver qui c'est qui fait quoi, juste d'après le signal que nous on mesure en dessus. On peut essentiellement savoir quelle est l'équipe juste en regardant ça. Donc, c'est assez rare qu'on ait des problèmes maintenant. Ça nous est déjà arrivé, mais je pense que ces personnes-là ont compris le message puis ils le font plus maintenant. Ah, c'est une bonne chose. Pour être revenu du DEFCON, on est encore dans un environnement, le monde a énormément de difficultés à se retenir de faire des actions comme ça. Dans quel cas, en tout cas, bref, c'est beaucoup plus courant là. J'étais curieux de savoir à quel point c'était le cas aussi pour le Nordic, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle qu'il y a une certaine forme de discipline et de respect des infrastructures. Là.
Ouais, pendant la conférence, on n'a pas vraiment eu de problème. C'est souvent plus pendant le CTF où il y en a qui s'embêtent un peu le samedi ou le dimanche où des fois on voit un peu plus ce genre de trucs-là arriver. Sinon, pendant le CTF, il y a d'autres genres d'abus qu'on voit qui sont relativement courants, qu'on détecte, puis que généralement on gère en étant gentil pour commencer, puis en étant moins gentil si quelqu'un décide de récidiver. C'est typiquement essayer de brute forcer le système Asgod, qui est le système de scoring de NorthSec. Il y en a qui voient comme ah ouais mais le flag ça a l'air qu'il ressemble à tel format, puis ils essayent de brute force pour trouver le bon flag. C'est pas toléré. Puis nous, en fait, tout le staff de NorthSec, on a généralement un terminal qui nous montre tous les essais des flags de chaque année participant. Donc, ça se voit énormément, ça se voit extrêmement vite quand quelqu'un fait ça. Et généralement, il y a 5 ou 6 membres du staff qui sont déjà en train de courir vers cette équipe-là pour leur dire d'arrêter. Donc, ça, on le voit assez bien. L'autre genre d'attaque qu'on voit assez régulièrement, c'est des personnes qui essayent d'attaquer le DNS. Donc, même chose pour être forcé, pour essayer de trouver tout ce qui est dans le domaine.ctf. Ça se voit aussi assez rapidement, puis c'est pas vraiment utile, parce que si on voulait cacher quelque chose dans le DNS, ce serait un nom qui allait pas être facile à trouver de toute façon. C'est un peu la même chose que les quelques fois on voit du monde qui essaye d'utiliser Nmap ou un autre outil du genre sur les adresses IP qu'on utilise. Tout notre réseau roule en IPv6. Il y a littéralement, on donne je pense un /16 IPv6 pour les challenges. Donc, essayer de brute forcer ça puis de le scanner en entier, la personne va être décédée de vieillage avant d'arriver à faire ça. Hein. Ça sert absolument à rien. Donc, après, ça dépend. Des fois, on le voit pour leur dire d'arrêter parce que ça sert à rien, ou des fois, on le laisse juste aller parce que tout ce qu'ils font, c'est que ça nous coûte pas vraiment quelque chose de notre côté. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils se consomment leur propre CPU et leur propre bande passante. Donc, c'est pas vraiment un problème. Ouais, mais c'est drôle que de voir ces éléments-là comme ça. Puis, tout dépendant, parce que vous avez une vision assez précise des gens qui participent. Est-ce qu'on retrouve ce genre de comportement-là un peu plus en marge sur des gens qui débutent ou sur des vétérans qui encore s'entêtent à des vieilles stratégies? C'est clairement le monde qui débute en général. C'est vraiment plus la partie script kiddie de je vais chercher un peu qu'est-ce que je peux copier-coller de Google. Puis il y a Nmap. Attends, bon, Nmap d'habitude on le fait en IPv4. Attends, là on est en IPv6, on va lui passer le subnet en IPv6 sans se rendre compte que du nombre absolument affolant d'adresses IP qu'il y a, et que ça va jamais trouver quoi que ce soit d'utile. C'est ça, c'est tout à fait drôle, ce genre de choses-là. Puis surtout que les tutoriels sur Google sont encore sur IPv4 principalement. Il y a très peu de gens qui parlent d'IPv6. Et l'ampleur que ça a, fait que ça va être très drôle de dévoiler. Vous payez un peu leur gueule. C'est sûr que pour nous, c'est sûr que pour nous, le fait qu'on roule un environnement très IPv6, ça a toujours été intéressant. Il y a plusieurs participants qui nous le mettent chaque année, qui détestent absolument ça parce qu'ils y comprennent rien. Il y en a pas mal d'autres qui, au fur des années, ont fini par apprendre comment marche IPv6, ce qui est probablement utile pour le reste de leur vie parce qu'il se trouve qu'il y a de plus en plus d'IPv6 sur Internet quand même. Là, on commence à manquer de IPv4. Donc, ça a toujours été assez intéressant. Je sais qu'au début, c'était drôle parce que ça forçait le monde à vraiment faire les challenges de la façon dont on veut qu'ils les fassent parce que tous les outils automatiques ne marchaient juste pas sur IPv6. Ça s'est pas mal amélioré depuis, souvent parce qu'il y a pas mal des auteurs de ces outils-là qui viennent aussi présenter à NorthSec, puis ils ont l'air un peu ridicules quand ils veulent faire une démonstration puis que ça marche pas. Donc, depuis le temps, ça a été pas mal tous les outils les plus communs ont été mis à jour pour bien supporter IPv6. Ils peuvent donc être utilisés sur NorthSec, même si en pratique, c'est très rare que ça soit utile. La réalité, c'est que les challenges de NorthSec sont généralement quand même... On n'installe pas juste une vieille version d'un logiciel et puis on attend que le monde utilise Metasploit ou autre dessus pour le trouver. Généralement, le concept du CTF de NorthSec est quand même pas mal plus réfléchi avec un scénario, des challenges. Il faut un peu plus réfléchir et puis essayer de comprendre ce qui se passe que juste installer Kali et puis essayer tous les outils un par un. Oui, absolument. Puis justement, tant qu'à parler du CTF, on va basculer vers ce sujet-là parce que c'est quand même une partie majeure de l'infrastructure que vous avez, qui a eu une évolution quand même assez spectaculaire avec les années et dans lequel tu es un contributeur quand même assez majeur pour certaines pièces d'infrastructure qui sont à la limite propres au NorthSec. Oui, exact. Donc, en fait, pour nous, quand on parlait encore du AUKUS en 2010-2011, on était sur un peu un système
plus standard pour un CTF, donc juste une série de serveurs, quelques containers ou des machines virtuelles dessus, que tout le monde essaye d'attaquer. Et puis, ça marche, c'est ce que pas mal de monde font, mais le problème avec ce genre de setup-là, c'est que dès que quelqu'un arrive à faire le challenge, puis arrive à avoir un terminal sur le serveur, la première chose qu'ils vont faire, c'est casser le challenge pour éviter que quelqu'un d'autre ait les points. C'est très courant. Quand on parle beaucoup de l'équipe de NorthSec, on est des anciens participants de CTF, c'est aussi ce qu'on faisait. Donc, on se rend bien compte qu'il y a ça, puis ça fait que l'équipe qui roule le CTF passe son temps à devoir réparer les challenges pour tout le monde, puis on fait que de se faire demander ouais, mais le challenge machin, il marche plus, est-ce que c'est juste moi ou c'est tout le monde? Donc, c'est quelque chose qu'on voulait vraiment éviter avec NorthSec. Je me rappelle plus exactement quand est-ce qu'on a commencé à faire des containers par équipe. C'était très tôt. Je sais pas si 2013, le début de NorthSec, c'était déjà le cas. Je sais que c'était déjà l'ETS. Donc, c'était soit 2013, soit 2014, où on utilisait initialement LXC, qui était déjà un des projets dont j'étais le project leader. Et on utilisait donc déjà pas mal de containers LXC pour chaque équipe, puis on essayait de rouler les challenges là-dedans. C'était pas super automatisé, mais ça permettait déjà, en tout cas pour les challenges qu'on savait allaient être problématiques, ça permettait déjà de les multiplier un par équipe. Ça a pas mal évolué depuis. Ça devait être 2013, parce que 2014, c'était la première année où on a créé l'XD, qui est devenu essentiellement Incus qu'on utilise maintenant. Donc, je pense que 2013, on était sur LXC. 2014, l'XD était en développement, mais pas encore annoncé, donc on était sûrement encore sur LXC. Puis 2015, on devait commencer l'XD chez NorthSec. Puis à ce moment-là, ça nous fournissait ce qu'il fallait au niveau API et automatisation pour qu'on puisse facilement créer des centaines, si pas des milliers de conteneurs pour tous les différents challenges. Et je pense que c'était aussi en ces environs-là qu'on a introduit un nouvel outil qui est d'ailleurs encore sur notre GitHub qui s'appelle The Internet. Et c'est un outil qui nous permet de simuler littéralement la planète, si on le veut, aussi par équipe. Donc, c'est quelque chose qu'on avait développé, qu'on a utilisé pendant plusieurs années à NorthSec, qu'on n'a pas utilisé récemment parce que le scénario, on n'avait pas vraiment besoin. Mais on a eu des années où typiquement, il fallait attaquer un service en Corée du Nord ou des trucs comme ça. Et ce que ça permettait de faire, c'est on avait littéralement une définition de ce à quoi ressemble l'Internet. Donc, une série de fournisseurs globaux, donc des tier 1 de l'Internet, avec des fournisseurs plus locaux, des fournisseurs Internet standards, où c'est qu'ils sont connectés, les positions GPS approximatives des différents routeurs dans les différentes villes. Et ensuite, on avait un outil qu'on a écrit qui prenait cette information-là et générait des conteneurs pour chaque équipe qui simulait cet Internet-là. Donc, ça générait environ 250 et 300 conteneurs de mémoire qui représentaient tous ces différents sites-là. Et ensuite, d'après les coordonnées GPS, on calculait la vitesse de la lumière dans de la fibre entre les différents points pour ajouter de la latence réaliste entre tous nos routeurs virtuels. Et on pouvait aussi mettre des limites de bande passante. C'était particulièrement utile quand on simulait la Corée du Nord parce que le scénario était essentiellement que le pays était connecté sur une connexion Wi-Fi. Donc, on avait rajouté volontairement une limite de bande passante dessus, puis on avait aussi rajouté du packet loss de mémoire. Donc, ça permettait vraiment de faire un scénario très, très détaillé. Ça permettait, si on voulait, pour une certaine année, avoir typiquement une multinationale avec différents sites dans différents pays, puis faire que quand ils se connectent sur un des services, puis ils vont se connecter sur un des autres, il y a une latence réaliste avec une bande passante réaliste. Donc, on avait développé ça, puis on l'a utilisé plusieurs années de suite, ça marchait bien. J'ai d'ailleurs donné quelques présentations de ce concept-là à des conférences. La démonstration la plus habituelle, c'est simplement de prendre l'endroit même de la conférence et puis un autre endroit dans le monde, et puis de le faire, de regarder la latence qu'on obtenait à travers notre simulation, puis en réalité. Et généralement, on était à 2-3 millisecondes de la réalité. Ça permettait vraiment d'avoir un modèle assez précis. Puis on sait que ça a été repris par quelques autres. J'ai parlé à du monde par-ci par-là. Pendant un moment, Akamai utilisait cet outil-là pour pouvoir simuler essentiellement leur CDN et puis voir quel serait l'impact d'ajouter une nouvelle région dans leur réseau. Wow, c'est assez exceptionnel. De la façon que vous le déployez, cet élément-là, de ce que j'ai compris, c'était un Internet par équipe qui était déployé. Donc, vous aviez autant d'Internet disponible que le nombre d'équipes.
Ça, chaque équipe avait essentiellement ses 300 routeurs simulant l'Internet. Puis après, avait en plus de ça, tous les containers, chacun des challenges qui étaient connectés aux différents ISP dans les différents pays virtuels de cet Internet-là. C'était vécu dans des conteneurs distincts ou c'était tout l'Internet dans un conteneur qui était donné par équipe? On faisait des conteneurs avec du nesting. Donc, on avait un conteneur pour l'équipe, puis après, dedans, on avait 300 conteneurs pour l'Internet, puis probablement un autre 50 conteneurs de challenge à côté. C'est quand même des défis techniques qui sont quand même très intéressants justement d'arriver à ce genre d'éléments-là. Comment c'est surveillé? Parce que c'est l'autre partie, tu l'as mentionné avec les équipes. Normalement, dans un format classique, essaie de briser les CTF une fois le flag, une fois qu'ils l'ont récupéré pour pas que les autres lag. Comment vous surveillez ces éléments-là et assurer la stabilité de tous ces conteneurs-là? Tu mentionnais qu'il y avait comme 300 conteneurs par équipe, ou peut-être même plus. C'est quand même quelque chose. Ouais, je pense que l'année, on a eu le plus, on n'était pas loin de 500 par équipe en tout de conteneurs. Puis c'était des années où on n'avait pas tant d'équipes que ça, on a 50, 60 équipes, quelque chose comme ça. Mais ça faisait quand même beaucoup de conteneurs en tout. Puis ces années-là, je pensais quand on a commencé à débuter lors de mon speech de fermeture, quels sont les bugs noyaux qu'on a trouvés cette année. Et puis, parce que quand on faisait encore avec des conteneurs avec du nesting, ça faisait qu'on avait un noyau Linux et puis on n'avait pas beaucoup de serveurs à cette époque-là. On avait, je pense, juste 4 serveurs, un truc comme ça. Donc, on avait essentiellement probablement une vingtaine d'équipes par serveur, ce qui nous amenait à environ entre 6 et 8 000 conteneurs par machine, ce qui n'est pas normalement un gros problème. Le problème, c'est que chacun de ces conteneurs est un routeur BGP comme sur un Internet public, donc reçoit une table de routage globale pratiquement comme sur l'Internet public, avec quand même beaucoup moins d'entrées. La table de routage IPv6 globale en ce moment, elle a à peu près 180 000 entrées, je pense. Nous, on en avait plus dans environ 1000, 1200 de mémoire. Mais ça faisait quand même que chacun de nos serveurs physiques, chacun des noyaux qui roulaient sur ces serveurs physiques-là, gérait des centaines de milliers, si pas des millions de routes IPv6. On a tapé pas mal de problèmes avec ça. Aussi parce que vu qu'on clone, ça fait qu'il y a la même adresse MAC est en pratique utilisée des centaines, si pas des milliers de fois dans certains cas, ce qui causait d'autres problèmes. Fait qu'on a trouvé pas mal de bugs noyaux dans Linux qu'on a dû faire corriger sur plusieurs années. On a aussi trouvé des bugs de firmware chez Cisco avec ça. Quand on avait encore le réseau physique qui voyait notre réseau de CTF, on a assez régulièrement réussi à cracher des switches. Donc, on a trouvé pas mal de bugs qu'on a corrigés, puis on a changé un peu d'approche, plus de ce qu'on a en ce moment pour éviter une partie de ça. C'est une des choses qui a changé avec la pandémie, c'est qu'on a fait 2 éditions à distance par VPN. Puis quand on est revenu sur site après coup, on a gardé le VPN. Donc, plutôt que de faire l'identification avec des certificats pour tout le monde sur le Wi-Fi, sur le réseau filaire, etc., on a décidé de garder nos serveurs au data center, pas les bouger sur site, et puis faire que tout le monde se connecte par VPN, et puis simplement limiter le VPN pour qu'on doit venir depuis le marché Bon Secours pour pouvoir s'y connecter. Donc ça simplifie les choses parce que ça fait que l'équipement sur place ne voit absolument rien du trafic de la simulation et tout ça. Donc il voit juste du trafic tout à fait normal, avec beaucoup de monde qui se connecte à un VPN, mais c'est tout ce qu'on voit sur site. Donc ça évite ce genre de bug dans les switches Cisco et autres, on n'a plus ce problème-là. Et puis, dans l'infrastructure même qu'on a data center, on a renouvelé pas mal l'infra. Donc, maintenant, on est sur 6 serveurs qui sont chacun 2 processeurs AMD EPYC, 32 cœurs, 64 threads. Donc, on a 128 threads par serveur. On a 1 ou 2 Tera de RAM, je ne me rappelle plus, par serveur, quelque chose comme ça. Donc, on a des grosses machines. Et pour éviter les problèmes, quand même certains problèmes avec le noyau, surtout maintenant qu'on roule les événements avec environ 80 équipes, on a vraiment beaucoup de monde. On a changé un peu la technique, mais plutôt que de faire tout dans des conteneurs avec du nesting, on crée une machine virtuelle par équipe et dans la machine virtuelle, on met tous les conteneurs. Donc, ça fait qu'au pire, si on tape un bug noyau, ça impacte une équipe, pas 20 ou une vingtaine d'équipes en même temps. Donc, je comprends la nuance de design, mais ça doit être quand même pas mal de gestion, même si vous avez changé cette structure-là d'isoler par VM au lieu d'isoler directement avec le noyau. C'est un peu funky là, de mettre autant de monde sur le même noyau, là, mais... Ouais, bon, l'avantage, c'est que l'équipe infra de NorthSec, on est
3 ou 4 développeurs noyaux dans l'équipe, donc ça aide quand on a des problèmes. C'est littéralement notre day job, donc on est assez bon pour aller débugger ce genre de trucs-là, puis arranger les problèmes assez rapidement, surtout qu'on fait pas mal de tests à l'avance. Mais c'est clair que maintenant, avoir des machines virtuelles, ça a pas mal simplifié ça. Ça a aussi complexifié les choses parce que dès qu'on a eu plus d'infrastructures, dès qu'on a commencé à mettre des machines virtuelles, maintenant on a du monde qui veulent des challenges qui sont pas dans des containers. On a des challenges qui sont des machines virtuelles, que ce soit une track Windows, que ce soit une track, cette année on avait une track Elasticsearch avec des machines qui roulaient le EDR chez Elasticsearch dedans. Donc ça rajoute pas mal plus de charges puis des machines qui sont plus compliquées à gérer et à corriger de notre côté parce que quand c'est tous des containers sous Linux, c'est très facile de pousser un correctif à tout le monde en même temps. Quand c'est du Windows, c'est pas mal plus compliqué. Donc, on a eu il y a quelques différences là qu'on est en train d'améliorer pour avoir du meilleur tooling aussi pour gérer ça. Par contre, pour la partie monitoring qu'on mentionnait avant, ça fait plusieurs années qu'on a cette solution-là, qu'on a une bonne solution de notre côté. On utilise aussi justement Prometheus pour ça. Chacune de ces machines virtuelles par équipe, il y a un service qui roule dedans, qui moniteur tous les ports de tous les challenges, qui moniteur toutes les adresses IP de tous les challenges, qui valide que tout fonctionne, qu'on a les réponses auxquelles on s'attend, qui moniteur aussi le fichier de journal du noyau pour détecter des problèmes noyaux, qui moniteur aussi l'espace, la consommation de RAM, de CPU, de disque, etc. Et nous rapporte tout ça dans notre Prometheus central. Fait que nous, on a un graphe qui nous montre chacune des équipes, consommation de CPU, consommation de RAM, consommation de disque. Et on a une table en continu qui est mise à jour avec la liste de tous les challenges qui sont brisés en ce moment. Donc, ça nous donne littéralement quel est le nom du challenge pour quelle équipe, même quel port est le problème en ce moment. Et ce bout-là, d'habitude, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait toujours quelqu'un d'équipe infra qui regardait ça puis qui allait corriger, que ce soit redémarrer un challenge ou même débugger pour voir quel est le problème. Parce que si on voit que c'est le même challenge qui fait que de briser, on va contacter le challenge designer, on va lui demander de trouver la raison pour laquelle son challenge fait que de briser, puis on va pousser un fixe à tout le monde pour éviter de continuer à redémarrer pour toute la fin de semaine. Et cette année, on a carrément automatisé une partie de ça où avant, on regardait justement cette table puis on allait corriger les choses. Maintenant, on a un script qui regarde les données dans Prometheus et puis il fait automatiquement les redémarrages et restauration de challenge pour nous. Donc, dans 99% des cas, on n'avait rien à faire, puis on avait juste à gérer les cas qui n'arrivaient pas à se faire corriger tout seul, essentiellement. Bon, c'est assez exceptionnel, ce genre de degré d'automatisation-là qui est déployé. Puis justement, pour arriver à ce genre de choses-là, tu parles de virtualisation ou de conteneurs. Les gens, est-ce qu'ils essaient de péter les conteneurs? Parce que c'est aussi une forme d'attaque, une forme de chose qui existe. À travers les époques, ça fait quand même très longtemps de ce que tu mentionnes que vous utilisez sous une forme ou sous un autre la containerisation, puis maintenant la virtualisation. Y a-t-il des gens qui se sont risqués à aller de ce côté-là des attaques? Il y en a probablement qui s'y sont essayés. Il y a personne qui y est arrivé. On a toujours un fichier dans le parent du container qui leur donne un flag s'ils y arrivent. Mais il n'y a jamais quelqu'un qui y est arrivé. Puis généralement, c'est essentiellement une perte de temps. Quand l'équipe infrastructure de NorthSec, notre job de tous les jours, c'est de rouler ce genre d'infrastructure-là en production. Et c'est nous-mêmes qui sont là d'habitude la recherche de sécurité sur ces trucs-là. Donc, comparé, ça c'est l'autre différence, c'est qu'on avant on utilisait LXC, après on est passé à LXD, maintenant on est passé à Incus. Mais dans les trois, on a toujours utilisé des containers non privilégiés. Donc, on utilise des containers qui, pour chacun des containers, a sa propre liste d'utilisateurs et de groupes complètement dédiés sans aucun overlap avec les autres. Ce qui fait que même s'ils arrivent à trouver un moyen de sortir de container, ils vont être l'équivalent d'un utilisateur numéro 150 000 sur le système. Ils vont pas avoir root. Donc, ça leur permettra pas de faire grand-chose. Donc, on a toujours mis ça en place, mais en plus de ça, on regarde aussi pour éviter le data leakage, éviter qu'ils puissent facilement voir le nom des autres containers sur le système, qu'ils puissent facilement voir les interfaces réseau sur le système. On a vraiment beaucoup de tweaks en place pour essayer de tout bloquer. Puis, ça, on n'a encore jamais eu quelqu'un qui a trouvé une façon de sortir de ça. Et même s'ils y arrivent, ça va pas les aider tant que ça. Parce que justement, ils vont être en dehors du container sans avoir les privilèges de root. À moins qu'ils trouvent aussi une option d'escalader à route
ce qui serait assez difficile quand même parce qu'on est extrêmement à jour sur nos mises à jour de noyau. Il faudrait qu'il trouve une façon de passer à route, puis à partir de là, il pourrait accéder aux autres containers et potentiellement trouver les flags. Mais effectivement, c'est encore jamais arrivé de notre côté. Aussi parce que justement, le noyau, c'est nous-mêmes qui le compilons, c'est notre propre version du noyau Linux avec notre propre configuration, et puis on le met à jour généralement vendredi matin quand on ouvre le CTF. Donc, même s'il y a une attaque disponible, il y a encore personne qui l'a publié, ou si quelque chose a été publié, on l'a déjà corrigé. Ouais, c'est un peu le point aussi, parce que comme vous êtes spécialisé dans ce domaine-là, contrairement à bien des gens qui opèrent des infrastructures de virtualisation ou de containerisation, les erreurs classiques qui permettent justement de sortir des conteneurs ne doivent pas arriver dans votre cas, à moins de peut-être une mauvaise nuit pourrait vous amener là, mais de façon générale, probablement pas dans un contexte normal. Effectivement, on automatise quand même beaucoup du processus. Oui, on a nos propres challenge designers. Puis ça, c'est l'autre chose que pas mal de monde ne se rend pas compte. C'est la taille de NorthSec. Notre staff, on a environ 100 personnes qui sont sur le staff à l'année. Donc, que ce soit challenge designer, le comité d'organisation, tout ce monde-là, on a une centaine de personnes. Donc, pour nous, en tant que l'équipe infra, ça fait longtemps qu'on a abandonné le concept de gérer ça à la main. Donc, on a tout qui est automatisé, que ce soit justement onboarding ou mettre quelqu'un dehors de l'organisation, tout suivre, gestion de backup, gestion de tout ça. Il y a tout qui est automatisé depuis le temps. Parce qu'à l'année, c'est moi-même qui gère les comptes de tout le monde. Donc, je pourrais juste pas faire ça si je le faisais à la main. Puis même pendant NorthSec, même pendant la fin de semaine du CTF, l'équipe infra, si on arrive à avoir tout le monde, on est 4 ou 5 personnes. Mais cette année, on avait du monde qui voyageait, on était juste 2. Donc, on a extrêmement automatisé ces processus-là. Et là, on est en train d'automatiser encore plus pour l'année prochaine, où on veut que tous les challenges de NorthSec soient déployés maintenant à travers Terraform et Ansible. Donc, on aura aussi, de ce côté-là, beaucoup moins de travail manuel et puis de risque de mauvaise configuration de la part des challenge designers, parce que tout passera à travers notre repo Git, sera review, validé et ensuite déployé automatiquement. Ce qui fait aussi qu'on peut très facilement détruire quelque chose et le recréer s'il faut. C'est fantastique. Tout ça, si les organisations avaient le même ce degré de maturité-là dans le déploiement de leurs infrastructures, on aurait beaucoup moins de problèmes globalement au niveau des infrastructures, en tout cas du moins des incidents de cybersécurité qu'on voit régulièrement autour de nous. C'est complètement fou ce que vous faites. Puis dans le fond, tout le monde devrait faire ça. Là. Et puis c'est clairement le but de NorthSec, c'est oui, il faut qu'il y ait des failles de sécurité, c'est le but, mais on veut que ce soit celles qu'on veut qui soient là. On veut pas d'autres. On veut juste les failles qui sont installées volontairement et puis pas le reste. Ce qui est d'ailleurs toujours quelque chose qui était assez intéressant pour l'équipe infrastructure, c'est que nous, on applique évidemment toutes les mises à jour de sécurité sur toute l'infrastructure, mais quand c'était le temps de le faire pour les challenges, là, on avait toujours beaucoup plus peur de le faire parce qu'on savait jamais vraiment si un paquet qui était plein de bugs de sécurité et pas mis à jour si c'était volontaire ou bien pas. Donc, ça va être un des bons changements cette année, c'est que si quelqu'un a besoin d'une version spécifique d'un paquet troué, ça sera clairement listé dans le playbook Ansible qu'il déploie. Donc, on va facilement pouvoir voir ça et puis on va pouvoir s'assurer que tout le reste est toujours à jour pour tout le monde. Oui, c'est une très bonne chose, c'est une très grande maturité organisationnelle que j'ai même pas vu dans des vraies organisations encore. Là, fait que c'est un peu ça me fascine énormément là, cette espèce d'anomalie que vous représentez dans l'univers. Ouais. C'est clair qu'on est aussi différent de pas mal d'autres organisations. Notre propre infrastructure qu'on réutilise chaque année, que ce soit le forum, que ce soit Asgot, sur ces trucs-là. Bon, ça, l'équipe infrastructure, ça faisait déjà longtemps que nous, on avait tout automatisé ça avec des mises à jour toutes les semaines, avec tout qui est déployé par Ansible. Après, pour les challenges, c'est là qu'il y a plus de changements parce qu'on est en train maintenant d'essayer d'automatiser ça. L'avantage qu'on a, c'est que chaque année, on recommence à zéro à ce niveau-là. L'infrastructure de challenge est complètement déployée vide et on déploie un nouveau challenge chaque année. Donc, ça rend assez facile de faire ce changement-là de processus avec simplement, cette année, vous n'avez pas les accès directs, vous devez passer par Terraform Ansible. Problème réglé. Comparé à une organisation normale qui doit gérer des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de services déjà déployés dans le passé, puis devoir les migrer et puis changer de processus, ce qui est beaucoup plus difficile.
Ouais, ben oui, mais je suis moins dans l'acceptation du réel que ça pour avoir les organisations. Mais bref, moi je trouve ça fantastique. Tu parlais aussi beaucoup de bugs que vous avez trouvés, notamment que vous relatiez à la fin, et beaucoup d'éléments nouveaux. Puis tu as mentionné Incus qui est un des exemples. Qu'est-ce qui sort de ces travaux-là que vous mettez en place? Vous avez découvert des bugs, ou des choses. Comment tout ça est matérialisé et comment vous collaborez avec les différents fabricants auxquels vous reportez ou vous amenez des éléments de recherche? Tu parlais comme de The Internet qui est rendu sur un guide. Mais tout ça, qu'est-ce que ça représente? Puis jusqu'à quel point vous œuvrez là, dans cet univers-là? Ouais, ben ça a beaucoup. C'est clair que NorthSec a beaucoup aidé avec le développement de LXC au début, ensuite de l'XD, puis maintenant de Incus, parce que pendant très longtemps, pour ces trois projets, NorthSec était un des plus gros utilisateurs. Donc, ça permettait de trouver essentiellement ce qui était manquant et puis d'ajouter ces fonctionnalités-là avant NorthSec. Et ça faisait aussi que ces fonctionnalités-là étaient maintenant dans, que ce soit LXC, LXD ou bien Incus, avant que d'autres clients en production leur marquent et puis demandent la fonctionnalité. C'était très pratique pour nous. On n'a pas toujours été le plus gros client quand même. C'est clair que pour LXC, le plus gros utilisateur, c'était Heroku qui utilisait LXC. Donc, c'est toujours pas mal plus gros que ce que NorthSec faisait avec. Pour l'XD, je pense que NorthSec était le plus gros utilisateur pendant assez longtemps. Pour Incus, c'est pas le cas. J'ai des clients beaucoup plus gros que NorthSec maintenant. Mais NorthSec reste un cas d'utilisation inhabituel, ce qui permet de quand même tester pas mal de nouveaux concepts, améliorer pas mal de choses. Comme typiquement maintenant, on est en train de regarder pour que NorthSec utilise justement Terraform avec Incus pour déployer les challenges. On a trouvé qu'il y avait des morceaux manquants dans le provider Terraform de Incus, typiquement pour la gestion des politiques réseau, filtrage de port, DNS, ce genre de trucs-là. Donc, ça a fait qu'on allait régler ces trucs-là. On a ajouté ce qui manquait maintenant dans le provider pour Incus, puis on peut maintenant s'en servir pour NorthSec. Puis ça a tendance à arriver à pas mal d'endroits différents. Hein. L'autre chose, c'est que dans ma job précédente, avant que je parte de Canonical il y a plus d'une année, j'étais le développeur. Je roulais l'équipe LXD chez Canonical, mais j'étais aussi un développeur principal d'Ubuntu. J'étais sur la release team d'Ubuntu et c'est moi qui avais ajouté pas mal tout le support IPv6 d'Ubuntu pendant les 10 dernières années. Ce qui faisait que dès qu'on tapait des bugs un peu bizarres ou qu'il y avait un service qui marchait pas correctement avec IPv6 directement pour nous, ce genre de trucs-là, on allait directement corriger ça dans Ubuntu même. Puis ça faisait que, oui, NorthSec en profitait, mais aussi tout le reste de la planète en même temps. Ouais, ben c'est tellement de retour à la communauté que vous avez énormément fait à travers ces éléments-là. C'est très intéressant de voir qu'est-ce que ça fait. À part le projet comme The Internet que vous avez rendu libre, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui émanent de tous ces CTF-là puis qui bénéficient au-delà des correctifs que vous appliquez dans les différents éléments kernel? The Internet a clairement été utilisé par d'autres personnes. L'autre qu'on a toujours gardé open source, c'est Asgard, donc notre système de scoring. Je suis pas au courant de qui que ce soit d'autres qui s'en sert, mais c'est pas impossible qu'il y ait d'autres plus petits CTF qui utilisent notre système. Parce que nous, ça fait maintenant probablement 5 ou 6 ans qu'on l'utilise pratiquement sans modification. Il est complètement redondant, support clustering, il a même un endpoint pour Prometheus pour qu'on puisse sortir les metrics justement des différentes équipes. Donc ça marche vraiment bien pour nous, puis c'est justement quelque chose qui est aussi open source disponible sur notre GitHub. Il y a probablement d'autres choses qu'on est en train de regarder maintenant pour développer. Cette année, un des changements qu'on a fait, c'est que les participants se connectaient avec WireGuard au lieu d'OpenVPN. Donc, on a fait cette migration-là, ce qui a beaucoup aidé parce que OpenVPN sur les Macs, c'était une catastrophe. Donc, WireGuard, beaucoup plus simple, puis marche de la même façon sur tous les OS. Donc, c'était un bon changement. C'est d'une simplicité, puis je comprends pas pourquoi on n'a pas eu cette idée-là bien avant, parce moi, je suis un utilisateur parce que mes VPN ne sont qu'avec WireGuard depuis déjà quelques années. La latence est quasi zéro, c'est génial, ça se configure super vite, super facile. Puis on est encore en train de réfléchir, puis je regardais les vieux affaires de configuration de VPN Cisco, puis à quel point tu fasses la danse du soleil pour le faire fonctionner quand tu arrives avec WireGuard, puis ça fonctionne quasi instantanément, puis il n'y a pas de latence. Puis le temps de connexion est quasi instantané.
Le gros problème qu'on a avec WireGuard, c'est la partie gestion de comment est-ce qu'on gère les clés, comment est-ce qu'on les alloue aux personnes, comparé à ce qu'on avait avant avec OpenVPN. Parce qu'avec OpenVPN, on pouvait générer un certificat par équipe, puis mettre dans le serveur une limitation du nombre de connexions pour ce certificat-là, sans devoir donner des clés par participant spécifiquement. Donc avec WireGuard, on a dû faire ça un peu différent. On a donné des informations par participant, puis pour le CTF, ça marche bien. L'autre partie sur laquelle on est en train de travailler maintenant, c'est pour notre staff. Parce que pour notre staff, c'est un petit peu différent. On est encore sur OpenVPN parce qu'on se connecte avec login password qui est identifié avec notre serveur LDAP. Et pour faire ça avec WireGuard, il n'y a pas de super bonne solution. Il faut qu'on est en train d'en développer une. Pour qu'essentiellement que le monde puisse se connecter sur un portail web, se connecter avec leur login password habituel. Puis une fois qu'ils sont connectés, qu'ils puissent ajouter des accès essentiellement, puis ça leur génère des clés WireGuard qu'ils peuvent utiliser. Ça, c'est l'autre aspect, c'est que pour les participants, on émettait un certificat, une clé par participant, puis that's it. Mais pour notre staff, assez régulièrement, on a des personnes qui se connectent depuis 3-4 machines différentes en même temps. Donc, on peut pas juste donner une clé par personne, puis ensuite les révoquer de notre côté. On veut avoir cette flexibilité-là, que la personne puisse se connecter avec leur login password habituel, ajouter le nombre de machines dont ils ont besoin, enlever les clés s'ils veulent les enlever, et puis que quand nous, on enlève les accès à quelqu'un dans notre staff, que ça enlève ces clés-là directement de notre serveur aussi. Puis on va vouloir aussi que ça gère notre DNS correctement pour que les adresses IP qu'on donne par le VPN au staff, qu'elles aient des entrées DNS pour que si on voit des connexions sur un service quelque part, on puisse facilement trouver d'où ça vient, qui c'était. Ouais, là, c'est ça. Tu soulèves le point d'administrabilité de ce WireGuard qui est littéralement pas là nativement. Je ne sais pas d'ailleurs comment Proton l'utilise, comment ils ont réussi à bundler ça dans leurs choses, puis en offrant justement l'authentification et tout ce qui va avec. Là, ça me fascine. Il doit faire essentiellement le même genre de concept. Puis je sais qu'il y en a d'autres avec que ce soit Tailscale ou d'autres systèmes du genre qui utilisent techniquement WireGuard pour le VPN, mais il faut un niveau par-dessus qui offre une API qui permet de contacter le serveur, s'identifier et que le serveur émette une clé qui est configurée avec potentiellement une expiration et un renouvellement, un remplacement de clé, etc. au niveau sécurité qui est quand même assez important. Donc, c'est vraiment une couche de plus qu'il faut rajouter comparé à ce que OpenVPN faisait où c'est intégré dans OpenVPN essentiellement ce niveau-là. C'est pas un nouveau concept en soi. Tu mentionnais les VPN Cisco avant. Les VPN Cisco, en fait, font exactement ça. Le VPN Cisco, c'est un setup IPsec standard. Par contre, IPsec a le même concept de il faut gérer tes clés. Il faut savoir quelle clé donner au client, puis il faut gérer le fait qu'il faut mettre la clé sur le serveur, puis qu'il faut qu'on l'enlève, etc. Exactement comme WireGuard. Donc, les VPN Cisco, typiquement OpenConnect, NiConnect, ce genre de VPN-là, c'est exactement ça. C'est un portail web avec une API REST qui s'identifie et qui donne une configuration au client et qui gère le renouvellement de cette configuration-là. Donc, c'est essentiellement ça qu'on est en train de monter pour WireGuard. Un peu plus manuel, là, ça va pas être automagique avec un client lourd qui te demande ton login, mot de passe et autres. Ça va être littéralement pour nous un site web où l'utilisateur va sur le site web, s'identifie et ensuite télécharge leur configuration depuis là. Mais c'est pas mal le même concept. Très intéressant d'amener ça comme ça. De toute façon, moi, j'ai la danse du soleil avec Cisco, je l'ai fait assez souvent. Puis réussir à aligner les planètes pour que ça marche, j'ai beaucoup ragé dans ma vie de ça. Fait que j'ai beaucoup d'émotions négatives face à cette technologie-là. Que j'aime préférer les technologies OpenVPN, puis maintenant WireGuard, que je trouve que j'ai moins de danse de soleil à faire avant d'arriver à que ça fonctionne. Bref, c'est clair, l'avantage de notre cas, c'est que en pratique, ça va rester WireGuard derrière, donc il n'y aura pas les problèmes tous les problèmes de firewall et puis de NAT et autres qui viennent avec typiquement les VPN Cisco puis IPsec. Parce que gérer IPsec puis le protocole ESP puis qu'il se fasse pas bloquer partout sur le chemin puis qu'il n'y ait pas de problème de NAT et autres, c'est assez compliqué. Tandis que WireGuard est très efficace pour gérer ça avec leur protocole. Oui. Tu as nommé partiellement le fait que tu contribues à Inca. Inca, c'est vraiment rendu le cœur même du fonctionnement du NordSec. Comment tout ça se matérialise? Parce que c'est pas simple faire ça. Tu as cheminé de LXC, LXD, puis ensuite Inca. Comment ça se vit? Comment
comment ça se fait? Parce que c'est quand même pas rien d'avoir fait Incos, puis comment tout ça se met dans le NorthSec. Ça va. Dans le cas de NorthSec, on a eu plusieurs modèles qu'on a changés pas mal de fois dans le passé. Quand on était encore sur l'XD, on avait essentiellement 3 clusters indépendants qu'on roulait. On avait un cluster bare metal qui roulait vraiment sur nos 6 machines physiques. Puis après, on avait un cluster de machines virtuelles par-dessus ça qui a été utilisé pour le CTF. Donc, je pense qu'on avait 24 machines virtuelles, 4 par serveur physique essentiellement, qui donnait un autre cluster qui, lui, faisait tourner tous les containers de NorthSec. Puis après, on avait un autre cluster à côté de ça qui est NorthSec Cloud, qu'on utilise pour à l'année longue pour d'autres trucs, que ce soit notre propre infrastructure web publique ou aussi Ring Zero, qui est maintenant partie de NorthSec, et puis d'autres projets comme ça. Ça devenait vraiment compliqué à gérer parce que ça faisait 3 clusters différents, mais qui étaient un peu interdépendants. Donc, quand il fallait faire de la maintenance, c'était vraiment, vraiment problématique à gérer. On a vraiment simplifié ça avec le passage à Incus cette année, où on a littéralement un seul cluster maintenant sur 6 machines physiques. Mais dans le même cluster, on a ajouté 6 machines virtuelles qui sont utilisées pour des containers auxquels on ne fait pas confiance. Donc, c'est principalement des containers de Ring Zero, où on veut que non seulement ces challenges-là roulent dans des containers, mais aussi qu'il y ait un niveau de machine virtuelle en dessous avant d'arriver sur le matériel. Donc, on a essentiellement mis ça en place, puis on a tout bougé nos 3 clusters dans un seul. Puis l'avantage, c'est qu'au niveau de la façon dont c'est configuré pour nous, on utilise le concept de projet dans Incus qui permet d'avoir des vues complètement séparées du cluster. On a donc un projet typiquement pour l'infrastructure publique. Donc, c'est nos 4 ou 5 containers publics qui ont leur propre réseau virtuel, qui sont bien isolés, puis on peut donner l'accès à qui on veut juste pour gérer le site web et ce genre de trucs-là. On a un autre projet qui a, lui, je pense, probablement plus d'une centaine de containers et de machines virtuelles, qui est Ring Zero. Donc, même chose, on peut donner accès au staff de Ring Zero juste à ce projet-là. Puis ils peuvent créer leurs trucs comme ils veulent, puis gérer leur réseau virtuel, gérer toutes leurs ressources comme ils veulent. Ensuite, on a nos propres projets internes. Donc, on a un qui est pour le routage. Donc, c'est nos firewalls, routeurs virtuels, toute notre gestion d'Internet public, nos VPN, tout ce truc-là. On en a un autre qui est l'infrastructure core. Donc, c'est nos DNS redondants, tout le monitoring, tous ces trucs-là. Et puis après, on arrive dans l'infrastructure même de NorthSec. Il y a un projet qui est NorthSec persistant, entre guillemets, donc les services qu'on utilise d'année en année. Donc, c'est Asgod, le forum, quelques autres trucs du genre. Et puis après, on a un projet par année. Fait qu'on a littéralement, puis on a importé le passé dedans aussi. Fait qu'on a NorthSec 2013, 2014, 2015, etc. jusqu'à 2024. Avec chaque année, dedans, on a encore la copie originale de tous les challenges qu'on avait chaque année. Ce qui nous permet assez facilement d'aller récupérer des challenges qu'on sait qui n'ont jamais été résolus dans les années précédentes. On peut aller les récupérer et puis les réutiliser si on veut. Donc, on a ça pour chaque année. Et puis après, c'est là-dedans qu'on met en place la copie originale pendant l'année. Et juste avant NorthSec, on prend cette copie originale-là et on la multiplie dans le même projet 80 fois ou 90 fois, peu importe le nombre d'équipes qu'on a. Donc, c'est pas mal comme ça qu'on gère ça, avec le fait que maintenant, on a un cluster, une gestion complètement centrale de tous les accès et aussi toute l'automatisation qui va avec pour pouvoir automatiquement créer ces trucs-là puis s'assurer que tout est bien balancé, tout est bien monitoré et que tout fonctionne correctement. C'est intéressant, puis c'est un peu contre-courant par rapport à ce que normalement je fais dans des clusters ou ce que je recommande dans des clusters déployés en entreprise où on va dire, OK, ben tu installes un cluster par niveau de confiance. Et essentiellement, toi, tu as un cluster pour tout le monde. Comment la sécurité se répercute, puis justement, comment vous êtes capable de dépasser les contraintes qu'on va avoir dans des clusters Kubernetes plus classiques. On exige la séparation que vous autres, vous ne faites pas. C'est que c'est un peu différent. Exceptionnellement, effectivement, les clusters Kubernetes, je leur fais absolument pas confiance. Hein. Kubernetes, il faut absolument le déployer dans des machines virtuelles parce que si depuis l'intérieur d'un pod Kubernetes, il y a un assez haut risque de pouvoir en sortir, principalement parce qu'ils n'utilisent pas du tout les containers, ils n'utilisent pas le user namespace qui est pas mal la sécurité principale pour les containers qu'ils pourraient utiliser, mais c'est toujours pas utilisé de façon générale par défaut dans Kubernetes. Fait que si quelqu'un va sortir du container, ils vont se retrouver avec les privilèges de route qui permettent aussi de faire des attaques persistantes sur le matériel, puis c'est un gros problème.
Dans notre cas, on n'a pas vraiment ce genre de contrainte-là parce que Incus est conçu pour pouvoir fonctionner pour un cloud public. Avec plusieurs de mes gros utilisateurs en ce moment qui font exactement ça. C'est des clouds publics dans des marchés un peu plus limités qu'un Amazon global ou des trucs comme ça. Mais ça reste que c'est une infrastructure publique. Donc, on a vraiment prévu ça depuis le début. Après, dans le cas de NorthSec, ce que ça veut dire, c'est qu'on a en fait aucun container qui roule directement bare metal, à moins que ce soit des containers qui appartiennent à l'équipe infra. Nous-mêmes, on sait exactement comment est-ce qu'ils fonctionnent. Donc, tout le reste, ça roule dans des machines virtuelles. Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment... Il faut trouver une façon de sortir de la machine virtuelle pour pouvoir commencer à attaquer, ce qui est un peu difficile. Puis même si on y arrive, les machines virtuelles, quand elles sont démarrées par Incus, elles sont démarrées en tant qu'utilisateur non privilégié, avec un profil AppArmor autour, avec un profil SecComp autour. Donc, même si quelqu'un va sortir de la machine virtuelle, ils auront juste accès aux fichiers qui étaient utiles pour démarrer la machine virtuelle. Ils n'auront pas accès à quoi que ce soit d'autre. Donc, on a un très, très haut niveau de sécurité à ce niveau-là. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment ce genre de crainte-là. L'infrastructure, typiquement, donner l'accès à l'infrastructure de Ring Zero, le projet auquel ils ont accès ne leur permet pas de démarrer des containers directement bare metal. Leurs containers peuvent seulement se faire déployer dans une machine virtuelle. Et puis, leurs machines virtuelles ne peuvent pas accéder à des ressources physiques sur ces machines-là, essentiellement. Elles sont limitées juste à leur réseau virtuel, juste au stockage qu'on leur crée. Donc, c'était pas mal, c'était plusieurs des contraintes qu'il fallait qu'on mette en place justement pour pouvoir fusionner nos clusters ensemble en un seul. C'était avoir toute cette infrastructure en place pour qu'on puisse fournir de l'accès essentiellement à n'importe qui sans vraiment avoir de risque. Ouais, c'est très intéressant parce que c'est contre ce qui est fait normalement de façon plus générale à l'heure actuelle. C'est pour ça que j'étais très, très curieux parce que, puis non, je ne ferais pas plus confiance à Kubernetes. Mais je suis content de voir que le setup, comment vous l'avez monté, il est fait justement pour être capable de tolérer ce genre de setup-là et que vous êtes capable de le gérer. Puis, ce que j'en comprends, Incus va gérer les VM dans lesquels vous mettez les containers dedans. Donc, tout ça est orchestré essentiellement par la même console. Ouais. Donc ça permet d'avoir une API qui permet de gérer tous les accès, tous les trucs de façon centralisée puis bien facile, tout en derrière allant placer les différents types d'instances aux bons endroits pour éviter les problèmes de sécurité. Control plane doit être assez sécurisé aussi parce que quand même, ça doit être c'est là où le fun peut prendre place. Hein? Exact, ouais. Fait que c'est la partie la plus risquée, justement, de donner l'accès à ça. Nous, la partie d'identification, on utilise OpenID Connect avec un serveur Keycloak pour le login. Puis après, derrière, on utilise OpenFGA pour la partie contrôle d'accès. On peut donner des groupes spécifiques, accès à certaines instances, à certains niveaux d'accès, etc. C'est clair, par contre, que s'il y avait un gros bug de sécurité au niveau control plane, on aurait un certain problème. Donc, c'est une partie où on fait très, très attention. Mais c'est essentiellement la même chose que ce que tous les projets similaires ont. Quand on regarde un OpenStack ou quelque chose comme ça, ils ont le même genre de risque. Ou un cloud, typiquement OVH, qui utilise OpenStack de façon publique. S'il y avait un bug de sécurité dans le control plane d'OpenStack, ça permettrait à n'importe quel client d'OVH d'accéder aux données de tous les autres clients d'OVH. Ce qui serait légèrement problématique. On l'a vu chez Microsoft avec Azure, c'est arrivé légèrement, heureusement pour eux autres, mais c'est quand même arrivé, c'est pas exclu. Ouais. Donc c'est clair que c'est justement la partie, le contrôle d'accès à l'entrée vraiment de l'API est extrêmement important de t'assurer qu'il n'y a pas de bug puis que c'est très, très testé, très, très validé à ce niveau-là. Et aussi, l'autre partie qui est de s'assurer qu'on a un très, très bon support d'audit pour savoir exactement qu'est-ce que les personnes font, pour que même si quelqu'un arrive à en abuser, qu'au moins on sache exactement ce qu'ils ont fait, puis exactement ce à quoi ils ont eu accès. Donc ça, on l'a effectivement de notre côté. Je mentionnais le fait qu'on utilise Grafana puis Prometheus pour les metrics. On utilise aussi Grafana Loki pour ce qui est logging. Et Incus s'intègre avec ça, où il nous envoie non seulement tous les logs de tous les serveurs, mais il nous envoie aussi tous les messages d'audit. Donc, à chaque fois qu'on a quelqu'un qui, par l'API, fait quoi que ce soit, on a un message clair de
telle action dans tel projet vers tel objet fait par telle personne avec l'adresse IP puis le login OpenID qu'on a reçu. Donc, ça permet vraiment de valider ça assez facilement. Et puis, on envoie même les messages de firewall. Donc, s'il y a des réseaux virtuels qui ont des règles de sécurité mises en place pour bloquer tel et tel accès et que l'utilisateur veut pouvoir voir si ça se fait abuser, on peut activer le logging, puis ça envoie ça aussi dans Loki et puis dans notre dashboard. Donc, on peut immédiatement voir s'il y a de l'abus en cours. Wow, tout ça est quand même très impressionnant. On a fait un grand tour. Ça fait presque 1 heure qu'on en parle, puis tout ça est super trippant. Je vais boucler là parce que faut pas endormir les gens non plus. Ou en tout cas, les faire. Ça fait longtemps. Y a-t-il quelque chose pour fermer dans lequel tu aimerais aborder qu'on n'a pas abordé durant cette heure-là? Non, je pense que c'est pas mal ça, Jordan. L'infrastructure actuelle de NorthSec, on dépend énormément de Incus, qui est un très bon outil pour ce qu'on fait. C'est clair que j'ai un certain biais dans le sens que c'est moi le développeur principal de Incus, puis c'est moi qui ai créé LXD avant ça. Mais pour ce dont on a besoin pour un CTF, c'est essentiellement idéal. Pendant un moment, quand on n'avait pas encore le support détaillé des machines virtuelles, on utilisait séparément Libvirt pour gérer ça, puis on avait 2 plateformes différentes, puis c'était un peu problématique à gérer. Quelque chose d'autre qu'on a eu pas mal de demandes de la part de nos challenge designers, c'était le support des containers type Docker, donc un peu plus type Kubernetes et autres. Donc, on a réglé ça maintenant. Cette année, ça va être la première année où Incus est capable de consommer directement des containers Docker ou OCI. Et ça permet donc maintenant pour les challenges de mélanger nos propres containers avec des containers Docker OCI sur exactement le même réseau, exactement les mêmes politiques d'accès. Donc, ça devrait simplifier pas mal pour que quand c'est pas leur challenge, mais c'est juste de l'infrastructure dont ils dépendent, que ce soit déployer un Elasticsearch, MySQL ou peu importe, ils vont pouvoir juste utiliser une image Docker existante puis pas avoir besoin de gérer ça eux-mêmes. Donc, ça va être ce genre de développement-là a vraiment rendu Incus encore plus utile pour ce dont on a besoin pour NorthSec. Puis sinon, Incus est très facile à utiliser, très facile à déployer. Si quelqu'un est intéressé, on peut même juste aller sur notre site, on peut l'essayer en ligne directement depuis le navigateur web. Donc, ça permet de facilement jouer avec, apprendre, voir si c'est utile. Et puis, d'avoir une meilleure idée de qu'est-ce qu'on utilise derrière NorthSec pour rouler toute l'infrastructure. Ah, c'est super cool. Merci énormément pour ce partage-là. Moi, j'ai été émerveillé parce que plein de choses que certaines croyances qui ont été bousculées par ça, notamment le fait que vous êtes capable de segmenter, donc, contrairement à du Kubernetes, notamment, qu'on n'a pas les mêmes approches. Super chouette. Je te remercie. Probablement qu'on va faire un deuxième tour là-dessus parce que je pense qu'on a encore d'autres choses à couvrir. Et on va penser à ça. Puis si vous avez des questions entre-temps, posez les questions. On va revenir probablement sur un deuxième tour de roue sur cet élément-là parce qu'il y a tellement de choses à dire. Puis je suis tellement émerveillé par tout ça. Oui, merci beaucoup. J'espère que ça va être utile à pas mal de monde. Quelque chose comme Incus peut être très utile, que ce soit autant bien pour l'infrastructure de production que pour rouler un lab à la maison, que pour rouler un peu de développement sur une machine. Donc, c'est probablement quelque chose à regarder. Ça peut être pas mal utile. Puis ça peut être aussi très utile comme participant à NorthSec l'année prochaine.